Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, Yannick Kerlogot, député La République En Marche de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, est notre invité dans la matinale. Il est venu jusqu'à nous au micro, je l'en remercie. Bonjour Yannick Kerlogot. Bonjour à vous. Alors Yannick Kerlogot, beaucoup d'actualités. On va parler évidemment d'actualités politiques avec les régionales, mais on va parler aussi de la loi Molac, de l'enseignement des langues régionales, cher à vous, Yannick Kerlogot. Justement, ces langues régionales, là, aujourd'hui, ça prend une dimension particulière pour nous en Bretagne, avec le breton et le gallo. Je l'ai posé déjà cette question à quelques-uns de nos invités ici dans la matinale. Est-ce que c'est une bonne chose, cette loi Molac ? Ah bah c'est une loi historique. C'est une loi historique. On a vécu un moment à l'hémicycle absolument fort en émotion. Enfin, pour moi, ce sera certainement à titre personnel l'un des moments phares de ce mandat, sur un engagement évidemment qui m'est cher, mais je vous rappelle quand même qu'on a vécu une intelligence collective transpartisane. 270 députés présents un jeudi matin, ce qui est pas fréquent, pour un projet de loi, une proposition de loi, pardon, emblématique et attendue. Non, c'est une proposition de loi historique qui a reconnu notamment une forme d'enseignement jusque-là considérée comme expérimentale, c'était l'immersion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, une école publique va pouvoir, d'une manière tout à fait officielle, pratiquer l'immersion jusqu'au CP. Donc, dit autrement, la langue régionale reste la langue d'usage dans les classes pour les petits, quotidiennement, en permanence, et c'est une avancée vraiment intéressante. Donc, l'immersion s'inscrit dans le code de l'éducation, aux côtés de l'initiation, aux côtés du bilinguisme qui voulait qu'on enseigne à 50% la langue française et 50% la langue régionale. Donc c'est une avancée intéressante. Et puis bon, le forfait scolaire, une autre avancée qui elle est plus polémique au final. Oui, on a vu qu'il y avait d'ailleurs un recours devant le Conseil d'État de plusieurs députés contre justement cet aspect de la loi, ce forfait scolaire. C'est quoi finalement le forfait scolaire ? Écoutez, pour faire simple, un maire qui n'a pas dans sa commune une école, notamment une école publique, qui dispense l'enseignement de la langue régionale, eh bien, se doit désormais de verser le forfait scolaire, si vous voulez, c'est le coût moyen annuel par élève pour la commune, de verser ce forfait en direction d'une école privée sous contrat d'une commune voisine qui, elle, a fait le choix de dispenser l'enseignement en langue régionale. Donc, c'est innovant, malgré les avancées régulières. Là, il y a eu la loi Carle, la loi de Blanquer, quand même, l'année dernière, qui déjà était une avancée en direction des écoles privées, mais pour le coup, c'est maintenant obligatoire. Donc on a là une forme de reconnaissance. Attention, il ne s'agit pas d'imposer le versement du forfait scolaire au motif que c'est une école privée sous contrat, mais d'imposer le forfait scolaire au motif qu'on est là dans un enjeu de biodiversité culturelle et qu'il y a un établissement d'enseignement qui a fait le choix de proposer l'enseignement de la langue régionale et qu'à ce titre, les collectivités locales doivent les aider. On a senti, Yannick Kerlogot, justement à travers le recours qui a été déposé par ces 60 députés, qu'il y avait une forme de peur des langues régionales. Est-ce que c'est justifié finalement aujourd'hui ? C'est une crispation qui est portée par des collègues députés qui ne sont pas concernés, qui ne connaissent pas au quotidien la réalité des langues régionales. Et c'est là finalement qu'on s'aperçoit que on est sur une proposition de loi qui ne concerne qu'une partie du territoire, c'est-à-dire les régions où nous avons encore la chance d'avoir une identité culturelle qui est rendue possible par la langue régionale. Et donc ces collègues députés jacobins, oui, considèrent aujourd'hui qu'on va trop loin et aiment à rappeler que la langue de la République, c'est la langue française. Et quand nous aimons à rappeler que l'enseignement des langues régionales ne porte aucunement préjudice à la maîtrise de la langue française. Et c'est là qu'il est temps aujourd'hui de reconnaître des singularités régionales qui se portent mal. Et sans enseignement, il n'y aura pas de langue régionale demain. Donc,
voilà, nous étions quand même 270 députés, dont 100 députés de la majorité. Et j'aime à dire, comme j'ai pu le dire devant le Parlement de Bretagne lors d'une mobilisation il y a quelque temps, avec d'autres collègues élus, sans le vote de la majorité, cette loi n'aurait pas pu passer. Donc on est tout à fait à l'aise aujourd'hui pour le revendiquer. Allez, je vous le dis franchement, demain matin, nous avons une visioconférence avec notre président de groupe, Castaner, monsieur Christophe Castaner, et nous allons régler nos comptes en interne. Mais l'idée, c'est quand même d'arrondir les angles, d'attendre le résultat au plus tard le 22 mai, du Conseil constitutionnel, mais dans tous les cas, j'aime à dire déjà que, en supposant que le Conseil constitutionnel reconnaisse finalement l'anticonstitutionnalité de l'obligation du forfait scolaire, cela n'enlève en rien, me semble-t-il, la responsabilité des maires aujourd'hui à assumer effectivement ce qui leur est demandé par les usagers, par les Bretons et les Bretonnes. Je connais pas de maire aujourd'hui qui s'offusque à l'idée de verser le forfait scolaire. Donc il faudra les accompagner dans ce qui devient une évidence. Donc la langue bretonne, alors pour nous, et bien aussi pour les autres régions, hein, on pense à l'Occitanie, à la Corse, le Pays Basque, bien sûr, les Alsaciens, il ne faut pas les oublier. Territoires ultramarins. Donc voilà, les langues régionales qui arrivent enfin à je vais presque dire éclore, parce que depuis des années, quand même, on avait du mal à faire éclore ces langues régionales. Elles étaient un petit peu étouffé par le français. Alors, regardons quand même, ayons un regard rétrospectif. Depuis 20 ans, si on prend la politique du Conseil régional notamment, nous avons 20 000 élèves dans les écoles. C'est-à-dire que nous avons une augmentation constante à la fois du nombre d'élèves scolarisés dans ces classes et du nombre d'enseignants formés. Il y a encore énormément de travail et l'article 3 de cette proposition de loi est particulièrement symbolique puisqu'elle demande aux collectivités de se donner les moyens pour que l'enseignement soit inscrit dans le cadre horaire normal des programmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que non, il y a un travail régulier qui est fait depuis maintenant plusieurs décennies. Il faut l'accélérer au motif que ces langues régionales, si on veut qu'elles s'inscrivent définitivement dans nos territoires, eh bien, elles doivent être enseignées à une hauteur encore plus grande, quoi. Voilà, ne pas avoir peur des langues régionales. Elles vivent très bien avec le français, qu'il faut défendre aussi par rapport aux autres langues étrangères. Les langues, c'est une chose. Il y a aussi la politique. Yannick Kerlogot, vous parliez tout à l'heure de régler vos comptes avec Christophe Castaner, on l'aura compris de façon pacifique. Pas avec Christophe, hein. Avec mes collègues 60 députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Mais sous le regard de Christophe Castaner, bien entendu. Yannick Kerlogot, on a eu un 1er mai agité. On a vu ce pays qu'on sent de plus en plus fracturé à l'arrivée des élections régionales et départementales bientôt. Et déjà on lorgne un peu sur la présidence, on va y venir. Comment apaiser ce pays? Alors je sais que vous n'aurez pas la réponse ce matin, mais comment on peut chercher des voies pour apaiser ce pays en pleine crise, avec en plus la crise sanitaire? C'est une sacrée question. D'abord, assumer les constats, la réalité. Oui, aujourd'hui, il y a de la violence. Oui, on a franchi une étape supplémentaire dans cette violence en s'attaquant au corps intermédiaire que sont les syndicats. Enfin, j'ai été particulièrement interrogé, choqué par cette expression de violence en direction des syndicats. Il semblerait que les Français attendent des réponses plus fortes en termes de sécurité et d'intégration. Ce sont de toute façon des sujets qu'on ne pourra écarter, qu'il faut assumer pleinement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est temps d'assumer un constat en France. Nous n'avons pas réussi la politique de l'intégration, en tout cas pas suffisamment, et nous avons de vraies disparités de territoire. C'est-à-dire que nous, en Bretagne, même si nous voyons une évolution du profil de la population, nous n'avons pas les mêmes quotidiens que des citoyens vivant en métropole, dans les grandes métropoles, en périphérie en particulier, avec des quartiers où aujourd'hui les droits de la République ne sont plus reconnu. Donc on a là un vrai sujet. Attention à tomber dans une dérive autoritaire, mais pour autant assumons pleinement qu'il y a peut-être une marge de progrès à rappeler justement la force de la loi et le respect de l'autorité. On a voté il y a quelques semaines un projet de loi sécurité globale que j'ai voté, j'allais dire, sans difficulté, et qui rappelle aujourd'hui qu'il y a des corps de l'État
qu'il faut impérativement protéger. On ne peut plus accepter l'idée aujourd'hui que des gendarmes demandent à leurs enfants de veiller à ne pas préciser auprès des copains quelle est la profession du papa ou de la maman, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent en danger. Il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Au niveau de l'intégration, j'entendais encore, pas plus tard qu'hier, sur des médias nationaux, des personnes demandant à réfréner, à stopper les flux migratoires. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui assumer une vraie réalité. L'histoire nous a démontré que les flux migratoires ne s'arrêtent pas. Pour autant, il faut les accompagner. Et on les a pas suffisamment accompagnés. Et on a un enjeu, quel que soit l'endroit où l'on vit dans la planète aujourd'hui, qui s'appelle le changement climatique et les contraintes qui sont les nôtres pour pouvoir l'affronter et le vivre du mieux possible. Sauf que il y a de vraies inégalités. Vous avez les pays aujourd'hui et où demain on ne pourra plus vivre au quotidien comme on le fait aujourd'hui. L'enjeu de l'eau en est un, l'enjeu de la nourriture, de la souveraineté alimentaire. Et vous avez au-delà des motifs économiques des populations qui n'ont plus rien à perdre que de quitter leur pays et d'espérer une terre d'accueil. Et la Bretagne est une terre de social-démocratie, démocratie chrétienne historique, et qui doit rappeler ses valeurs, et qui doit intégrer, qui doit accompagner. Nous avons des, si on se place sur le plan de l'économie, des emplois dits en tension, parce que effectivement, nous avons aujourd'hui des Français qui n'entendent plus travailler dans ces secteurs, quand d'autres demandent à s'intégrer par le travail, et ce sont ce qu'on appelle des migrants, eh bien, peut-être le prix à payer étant d'aller peut-être sur ces métiers peut-être plus compliqué, disons-le, eh bien, il faut quand même assumer l'idée qu'on doit encore et toujours accueillir, mais en intégrant et en ayant des exigences quant aux valeurs de la République, quant à notre culture, quant à cette capacité de faire que chacun puisse trouver sa place, mais tout en respectant les codes et l'identité, la culture et je dirais les codes de la République tels qu'ils existent aujourd'hui en France. Alors aujourd'hui, on entend des voix qui s'élèvent contre l'immigration. On parle d'immigration zéro. Je pense au Rassemblement national. On parle aussi de sécurité. On a vu ces images qui ont circulé sur le web de ces jeunes qui se sont tirés dessus avec des pistolets 9 mm. C'était à Valence vendredi dernier. Ça crée un certain émoi, d'autant que aujourd'hui, ces jeunes deviennent presque incontrôlables. En fait, leur motivation, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, il va falloir, sinon légiférer, au moins avoir un œil attentif? Je pense à ma collègue Laetitia Avia, qui avait déjà fait une proposition de loi pour combattre les propos haineux sur le web. Bon, ça avait été retoqué. C'est un texte qui est en cours de réécriture. Bien entendu, il faut davantage légiférer sur ces possibilités d'expression dans les réseaux sociaux. Au-delà de ça, je pense que l'éducation encore et toujours. J'ai une pensée notamment pour les enseignants qui, depuis un an, vivent une époque un contexte extrêmement compliqué pour pratiquer leur métier. Et puis au-delà de ça, moi, voyez-vous, j'ai un dispositif auquel je crois énormément, c'est le service national universel. Vous m'avez déjà entendu à ce micro le défendre, pas plus tard que la semaine dernière avec la secrétaire d'État Sarah El Haïry. Nous avons fait une visioconférence avec 20 élèves du lycée Pavie de Guingamp qui se sont inscrits sur ce service national universel très, très rapidement. C'est une expérimentation que le président aimerait rendre obligatoire en 2026 et qui est à l'attention des élèves de seconde, à savoir vivre un stage de cohésion de 15 jours, garçons, filles, mixité pleinement assumée, autour des valeurs de la République, autour des valeurs de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que l'engagement aujourd'hui? Autour des enjeux du réchauffement climatique, comment aujourd'hui on s'arme pour mieux le maîtriser et comment aujourd'hui on assume les nécessaires mesures de sécurité. Et donc 15 jours en internat, à vivre moyennant des activités extérieures, de plein air, mais aussi des modules de formation. On vit ce moment de cohésion avant de s'engager 86 heures sur une association, dans une institution de l'État, un service public de l'État, pour défendre ces valeurs de l'engagement. Ce n'est pas un service militaire, c'est un service national universel porté à la fois par l'éducation nationale, l'éducation populaire et les services de la défense. On a là un triptyque d'organisation assez improbable, mais auquel je crois énormément. Et donc voilà, c'est une réponse peut-être à apporter à ces faits que vous dénoncez de jeunes aujourd'hui difficilement contrôlables et qu'il faudra pourtant contrôler et à qui il faudra rappeler
l'état de droit qui est le nôtre. Et à ce titre, ce n'est pas forcément en incarcérant davantage, mais en étant dans une politique d'insertion, de pige, de travaux d'intérêt généraux. C'est peut-être par cette voie-là qu'il faut encore et toujours amener ces jeunes à revenir sur le droit chemin, mais tout en étant dans une certaine fermeté, c'est indéniable. Yannick Erlogot, les élections, hein, j'en parlais à l'instant. Pas les piges. Voilà, les tiges, les travaux d'intérêt généraux, voilà. Hein, bien sûr. Il y a des piges aussi en radio, mais c'est autre chose. Yannick Erlogot, on parlait à l'instant des élections, alors des échéances, hein, les régionales, les départementales et un petit peu plus loin la présidentielle et même les législatives, bien entendu. On va se rapprocher un petit peu des régionales. Alors, on a vu que ça bougeait beaucoup en France. On va parler de la Bretagne dans un instant, mais quel regard vous portez sur ce qui se passe en PACA avec le retrait de Sophie Cluzel au profit finalement du candidat LR Renaud Muselier? Écoutez, je crois qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on fait de la politique en particulier, on mesure effectivement l'adhésion que provoquent ou dont disposent aujourd'hui les thèses du Rassemblement national. Moi, je suis un républicain convaincu. Vous allez me dire, les candidats du Rassemblement national prétendront l'être aussi. Moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui de réunir les élus progressistes, profondément européens, et qui défendent cette ligne de conduite depuis toujours. Alors, effectivement, ça peut choquer, ça peut donner une impression de cuisine interne, mais je reprendrai ce que Christophe Castaner disait sur d'autres ondes ce matin. Il est préférable, avant le premier tour, d'annoncer une intention de rassemblement plutôt qu'au lendemain du premier tour, en quelques heures, de faire un calcul de poste plutôt que de revoir le projet. Ici, c'est en amont du premier tour. Vous avez deux forces en présence qui entendent se rassembler pour mieux lutter, disons clairement, contre un candidat, contre des candidats qui aujourd'hui portent des thèses de rejet et qui ont démontré par leur discours qu'ils n'en ont pas un, mais qu'ils l'adaptent au fur et à mesure. On les a entendus un temps être contre l'Europe, contre l'euro par exemple. Aujourd'hui, on voit bien que le discours s'adoucit et qu'on cherche à rassembler autour de thèses qui restent des thèses de rejet des Françaises et des Français qui sont déboussolés. Et c'est vrai que nous devons encore faire preuve davantage de pragmatisme dans les mesures, et pour le faire, eh bien, un rassemblement ne me choque pas. Vous savez, La République en marche, de gauche et de droite et de gauche, moi ça reste mon réacteur, mon ADN. Et aujourd'hui, je considère qu'il y a des intelligences collectives effectivement qu'il faut actionner très rapidement pour rappeler effectivement que entre le centre-gauche, le centre-droit, des anciens socialistes, des républicains aujourd'hui désireux de travailler dans un esprit collectif pour mieux combattre les thèses du Rassemblement national, moi c'est quelque chose qui ne me choque absolument pas, il y a urgence même. Alors en Bretagne, on a vu que c'était compliqué de rassembler. Loïc Chenet-Girard, dans quelques heures, va annoncer officiellement sa candidature à sa succession en tant que président de la région Bretagne. Thierry Burlot l'a annoncé il y a quelques temps et a décidé de partir. Alors, il ne se revendique pas LREM, mais enfin, il est soutenu par La République En Marche. On n'a pas pu finalement en Bretagne mettre en place cette alchimie qui fonctionne ailleurs. Pourquoi Alors c'est vrai qu'il y a quelques secondes, je vous parlais de rassemblement. Ici, on peut effectivement acter une forme de division. D'abord, j'ai le plus grand respect pour Loïc Chenet-Girard, un président qui a toujours eu le souci du dialogue avec les parlementaires bretons, il faut le savoir. Moins maintenant. Voilà, après, il y a dans le sens où il y a un positionnement politique de Loïc Chenet-Girard qui a été d'assumer son parcours politique. Il est socialiste et moi je le respecte pleinement. Et aujourd'hui, son intention, c'est de dire je suis de gauche et je suis d'abord et avant tout de gauche. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis pour un rassemblement et de gauche et de droite. Thierry Burlot, aujourd'hui, dans une logique plutôt de rassemblement, il d'assumer pleinement cette volonté d'avoir des acteurs qui viennent de la gauche, des acteurs qui viennent du centre, des acteurs qui viennent du centre, de droite, encore et toujours pour mieux défendre une Bretagne portée par des valeurs de social-démocratie, démocratie chrétienne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, voilà, Loïc Chenet-Girard a bien laissé entendre qu'il ne souhaitait pas de marcheurs.
dont acte. Il n'empêche que j'ai toujours le même respect pour l'homme politique. Par contre, je regarde avec beaucoup plus d'intérêt Thierry Burlot, président de l'Office national de la biodiversité. Vous connaissez mon parcours, je viens d'Europe Écologie Les Verts il y a un temps. Aujourd'hui, je reste convaincu que l'écologie doit être la trame de toutes nos actions. Je le dis depuis 20 ans, 25 ans que je suis en politique. Aujourd'hui, c'est une évidence que de le dire. Je considère qu'on a un peu perdu de temps, mais bon, l'idée de rassembler. Loïc Chenet-Girard entend faire ce rassemblement, et encore une fois, avec une politique environnementale qu'il a portée en tant que vice-président au sein du Conseil régional. Donc, je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qu'il fait, et je plaide évidemment pour que ce rassemblement soit efficace. Alors, vous parliez d'Europe Écologie Les Verts. Alors, eux font cavalier seul aussi, avec les régionalistes de l'UDB. Là aussi, c'est encore une division, finalement. Ben écoutez, moi, je vous le dis, et de gauche et de droite, et de droite et de gauche, il est temps de se rassembler. Moi, je n'arrive plus à mettre de sens sur ces appartenances dans un échiquier politique qui a tellement été bousculé, d'abord par Emmanuel Macron, mais aussi par les électeurs, par les abstentions, nos électeurs ne se retrouvent plus dans la manière traditionnelle de faire de la politique. Et donc, il faut sauter comment dirais-je, les clivages et se reconnaître sur de nouveaux projets. Il y a des progressistes foncièrement européens, et il y a des nationalistes qui ne sont plus européens ou qui ne l'ont pas été. Le clivage, il est là aujourd'hui. Et donc, moi, je plaide encore et toujours pour un discours de rassemblement. Et quand on dit qu'on fait d'écologie à gauche, je pense que c'est une erreur. Et avec du recul, c'est le reproche principal que je fais à Europe Écologie. En Allemagne, dans les Länder, si les Verts, les Gründe ont pu accéder à l'exécutif, c'est parce qu'ils sont dans une position centriste. Et moi, c'est mon parcours, c'est aujourd'hui mon cheminement. L'écologie doit être portée par un maximum d'acteurs politiques et de citoyens. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir un discours, on ne peut plus large et centriste. Alors on voit monter également le Rassemblement national, hein, vous y faisiez allusion à l'instant Yannick Kerlogot, qui surfe un peu sur cette grande désespérance, alors des Français, des Bretons aussi, parce que jusqu'à présent le Rassemblement national n'avait pas eu beaucoup d'adhérence en Bretagne. Or là on voit qu'il y a un vote d'adhésion. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai déjà posé la question à plusieurs intervenants ici, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter? Moi je dirais plutôt qu'on n'est pas dans un vote d'adhésion supplémentaire. Je dirais plutôt qu'on est dans une forme de désillusion de citoyens qui ne se retrouvent plus dans le clivage habituel et qui ne vont plus voter. On a bien sûr compris que le Rassemblement national repose sur un socle d'électeurs solide, pour le coup, mais qui n'est pas, quand on regarde bien les chiffres, qui n'est pas dans une explosion en termes d'adhésion. C'est plutôt la désaffection dans les autres formations qui fait qu'on a un taux extrêmement dangereux d'abstention et qui s'annonce encore pour les prochaines échéances. Et donc, pour le combattre, eh bien, moi je reste encore convaincu que le rassemblement d'électeurs et pour le coup de politiques, de paysages politiques différents, mais qui entendent œuvrer ensemble, moi c'est le discours qui me plaît, qui me convient, donc c'est celui-là que je retiens. Alors néanmoins, quelques sondages, alors les sondages ne sont que des sondages, disent que les jeunes viennent vers le Rassemblement national. On parle de la tranche des 25-34 ans. Est-ce que là aussi c'est de nature à inquiéter? Moi je dirais qu'il faut l'interpréter. On nous dit que les électeurs du Rassemblement national sont d'abord les électeurs qui attendent des mesures fortes en termes de sécurité et en termes d'intégration. Je l'ai dit au début de notre entretien, ce sont des sujets qu'il faut s'approprier pleinement. Si je reprends celui de l'intégration, voyez-vous, moi j'ai vécu depuis 3 ans un parcours personnel, pour le coup je vais en faire état, d'accompagnement d'un jeune migrant qui vient d'Afghanistan, qui a tout perdu, ses parents, sa famille. La réalité des talibans, il sait ce que c'est. Il a parcouru pendant 5 ans l'Europe, en passant d'abord par la Turquie pour mieux remonter l'Autriche. Il est resté 2 ans en Norvège, à Paris, et aujourd'hui il est en Bretagne, il est dans notre circonscription, il a un CDI, il s'est acheté une maison, il apprend la langue française, il veut devenir français, c'est ça qui m'intéresse moi. Ça veut dire que c'est faisable. Et pour le faire, il faut qu'on les accompagne, ces jeunes, et puis ces familles. Évidemment, par contre, il faut une ligne de conduite. On doit pouvoir accueillir les migrants qui viennent pour des raisons politiques de persécution. Pour ce qui est de migrants qui arrivent avec des faux papiers, qui arrivent avec des raisons économiques, on peut les entendre. Pour autant, on doit être relativement ferme sur la priorité à apporter
à nos migrants, qui viennent pour des raisons politiques de persécution. Et pour le coup, le retour au pays doit pouvoir se faire dans une intelligence. On a des aides pour ce retour. Et aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet de cette difficulté à apporter des réponses concrètes en direction de ces familles qui, pour le coup, s'installent, qui, pour le coup, ont des enfants dans nos territoires et qui, pour le coup, sont scolarisés et fédèrent autour d'eux. Et c'est normal, une vraie solidarité de la part d'habitants. Donc, pour ceux qui sont en place, j'ai envie de dire, on doit pouvoir les intégrer, mais on doit faire attention aujourd'hui à avoir un discours ferme quant au parcours et aux motivations de ceux qui viennent. Les réfugiés climatiques, les réfugiés qui n'ont plus rien à perdre, effectivement, on doit pouvoir les repérer quand ceux qui ont la possibilité, à la condition de l'aide au développement, on a une aide au développement portée par la France qui n'a jamais été aussi forte, doit pouvoir les convaincre de pouvoir rester dans les pays. C'est compliqué, ça demande du temps. Dans tous les cas, ceux qui aujourd'hui sont désespérés et attendent de nous un accueil, il faut qu'on ait le courage et la responsabilité de les accueillir. Un dernier mot, Yannick Erlogot, il nous reste 2 petites minutes. On va conclure sur la présidentielle. J'avais dit que j'en parlerai quand même un petit peu de cette élection présidentielle qui, là aussi, voit une certaine émulation en ce moment. Alors, on peut supposer qu'Emmanuel Macron sera président à sa succession. Là, on ne va pas parler à sa place. Président à sa succession. Candidat, bien sûr. Moi, je veux bien qu'il soit président. Voilà. Mais il y a beaucoup de demandes pour le poste de président. On a vu Madame Le Pen qui s'est déclarée très vite. Et puis également Xavier Bertrand qui s'est déclaré. Est-ce que déjà on est en campagne présidentielle, selon vous? Écoutez, moi, je vous apporterai une réponse qui sera plutôt celle de mobiliser les électeurs pour se déplacer au régional et au départemental de juin qu'on a inscrit. On a reporté une première fois les départementales. La démocratie a besoin de respiration, de souffle, et nous avons bien fait de maintenir ces élections avant l'été. Écoutez, les présidentielles, c'est un second temps. Aujourd'hui, c'est mobiliser les électeurs, les Bretonnes et les Bretons, pour aller aux urnes, quitte à voter blanc. Mais allez voter. Faites savoir votre ressenti du moment et vos attentes. Allez voter, les présidentielles, nous avons encore le temps. Il y a une grande colère aujourd'hui. Est-ce que cette grande colère, justement, c'est pas ce refus d'aller voter ? Vous savez, les Français sont souvent colériques. J'ai fait quelques modestes études d'histoire. Les Français sont des grognards. Et je vais vous prendre le domaine de la culture. Roselyne Bachelot, avec qui j'étais en visioconférence, et mes collègues parlementaires de la Commission éducation et culture, dans la majorité, elle nous disait, il y a quelques jours, en Allemagne, ils ont voté 1 milliard d'euros en direction de la culture, ils ont été applaudis. Ils ont voté un 2e milliard d'euros, ils ont été applaudis. En France, on a mis 9 milliards d'euros sur la table, notamment en direction des intermittents du spectacle. On dira que c'est sans doute pas suffisant. Nous avons mis 9 milliards, et il y a encore une insatisfaction. J'ai envie de dire, quand on regarde le plan de relance, l'accompagnement de l'économie tel qu'il a été fait en France, et si l'on regarde les pays, ne serait-ce que nos pays voisins, nous n'avons pas à rougir. Donc notre boulot à nous, par rapport à ces Français déboussolés, parfois dans une désillusion, c'est de rappeler les mesures concrètes, pragmatiques que nous avons portées, à la fois dans le domaine social, dans le domaine économique, en particulier dans le plan de France Relance, mais je pourrais rappeler l'allocation, la hache en direction des handicapés, les minimums retraites que nous avons revalorisés de 100 €. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, nous avons un vrai sujet avec les agriculteurs, par exemple, aujourd'hui. C'est un sujet qui m'inquiète, sur lequel on doit travailler parce qu'on ne donne plus de sens à des agriculteurs qui bossent 70-75 heures par semaine et qui ne gagnent pas dignement leur vie. Il y a un vrai sujet. On nous dit que 50% d'entre eux vont, ou bien par le fait de la retraite, ou bien par choix personnel, vont arrêter cette activité. On a là un sujet qui doit faire l'objet justement des élections régionales et faire qu'on doit avoir des candidats avec des mesures, des programmes pragmatiques et avec de réelles différences. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Yannick Erlogot, il y aura encore eu beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez dans la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, Guingamp, donc, et membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Et vous êtes venu ce matin jusqu'à nous au studio de la matinale. Vous avez ôté votre masque pour parler dans le micro, mais on va remettre les masques tout à l'heure, c'est promis. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.